Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous présenter une solution pour déployer un microservice multi-stack architecture d'une application microservice tout simplement sur un multi-cloud environment. Donc, je vais commencer, je me présente, je suis Ajed Cliffy, je suis un cloud architecte chez Proximus Luxembourg. Bonjour à tous, moi je m'appelle Jérémy Albrecht, je suis plateforme engineer à la BIL et on va voir ensemble comment utiliser Dapper. Ok, voilà comment on va procéder pour vous présenter cette solution. Et on attaque directement l'architecture qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Comme vous voyez ici, en fait, on va attaquer une architecture d'une application e-commerce qu'on a développée. Comme vous voyez, c'est une architecture microservice avec différentes couches. On a développé cette application pour montrer comment on peut exploiter cette solution et comment on peut déployer multi-stack microservices, des microservices. Comme vous voyez ici, on a 3 microservices principaux développés avec des technologies différentes. Je vais commencer tout d'abord avec une définition de base. C'est quoi un microservice? Tout simplement, un microservice, c'est une entité indépendante avec une scope limitée spécifique en termes de logique business. Comme vous voyez ici, pour faire fonctionner une architecture microservice, on a besoin des outils dans l'environnement et ce qu'on appelle les technical tools. Comme vous voyez, on a utilisé Redis, Vault, Kafka, MongoDB et différents outils. Et pour faire fonctionner les microservices, on a besoin de ces outils-là pour faire l'interaction entre ces microservices-là. Le problème, comme vous voyez ici, qu'on a plusieurs outils et c'est assez compliqué et c'est assez difficile de gérer tous les outils, y compris le logique business et y compris de se concentrer sur le développement de logique business. On doit se concentrer aussi et on doit exploiter et savoir comment utiliser les différentes technologies derrière. Donc, c'est un peu difficile. Je passe la parole à Jérémy qui va nous expliquer comment c'est difficile de développer un microservice dans nos jours aujourd'hui. Yes, merci. Alors, comme on voit ici sur ce post de Vlad, je ne me risquerai pas à prononcer son nom de famille, mais qui est un influenceur LinkedIn et un Java Champion, il a mis cette image que je trouve assez marrante et qui explique comment est-ce que les microservices sont faits aujourd'hui. En fait, on écrit du code de base et on rajoute plein de composants différents. On a mis un schéma à côté qui représente notre exemple, notre démo qu'on va vous faire plus tard, mais cette démo, elle pourrait intégrer du Keycloak, du MongoDB, du Kafka. C'est plein de composants différents qui permettent effectivement de réaliser des fonctions utiles, mais qui rajoutent de la complexité. Et cette complexité, on la rajoute sur qui? Toujours sur la même personne, sur le développeur. Le développeur, il va devoir se retrouver à être un expert Kafka, être un expert Keycloak, être un expert Redis. On met toute cette, entre guillemets, charge mentale, c'est un mot un peu extrême pour ça, mais on met toute cette charge sur lui. Si on fait un petit sondage dans la salle, qui sont les développeurs dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever les mains, s'il vous plaît? Ok. Alors, parmi tous les développeurs qu'on a ici, qui sont les développeurs qui peuvent du coup faire un microservice en Java et intégrer du Kafka dans ce microservice? Est-ce que vous pouvez lever la main? Gardez les mains en haut, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Et donc, parmi tous ceux qui restent, tous ceux qui sont capables de du coup faire le microservice dans la stack qui vous intéresse, intégrer Kafka dedans, et qui est-ce qui peut gérer une DB MongoDB en NoSQL? Kafka et MongoDB. Ouais. Et donc, en fait, au fur et à mesure, on a de moins en moins levé. Pourquoi? Parce qu'on doit intégrer de plus en plus de composants dans les applications, et tout ça, ça revient sur qui? Sur le développeur. Même en termes de maintenance, imaginons qu'on ait ces 6 composants qui sont intégrés dans notre application, on va devoir gérer les mises à jour. À chaque mise à jour du composant, il y a les release notes, on va devoir lire des release notes, et au final, on se transforme. Le développeur, il apporte plus de réelle valeur ajoutée dans le microservice, mais il va se transformer en un lecteur de release notes, et il va faire ça toute la journée. Même en termes de sécurité, il va falloir qu'on soit vigilant à si chaque librairie, il y a une nouvelle vulnérabilité qui est publiée, il va falloir la patcher. Au final, on n'apporte plus de réelle valeur ajoutée, le développeur fait que lire des release notes et mettre à jour son application. Voilà. Donc, comme il a expliqué Jérémy, donc un développeur maintenant, il est censé savoir plusieurs technologies. C'est pas que dans les anciens jours qu'un développeur Java, ok, je connais bien Java, je connais les bonnes pratiques de Java.
Même, je connais aussi Spring comme framework, je connais Spring. Maintenant, si tu dois maîtriser Spring, tu dois maîtriser aussi Spring GMS, Spring Security et tous ces outils-là, tous ces composants-là, ils s'interfèrent et ils se connectent avec des composants externes. Donc, tu dois maîtriser Keycloak, Kafka, MongoDB et tout ça. Donc, comme vous voyez ici, on a perdu ce qu'on appelle le Business Focused Model. Donc, maintenant, le développeur, il se concentre sur le spec technique, sur l'aspect business de l'application et aussi il passe beaucoup de temps pour apprendre et pour comprendre d'autres outils techniques qui sont très importants pour l'application, pour faire fonctionner le microservice, pour faire l'interaction qu'on a déjà parlé avec les autres microservices, mais c'est trop compliqué pour lui. Donc, il se trouve dans ce qu'on appelle le learning curves. En fait, il se trouve dans un environnement où il doit apprendre beaucoup de choses en plus que la technologie qu'il utilise pour développer la solution finale. Le but de cette solution qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est de minimiser les learning curves, de minimiser la complexité et de vraiment construire un environnement pour les développeurs où il va se concentrer que sur le business, que sur le code qui est le plus important pour lui. Et c'est ça, le but de cette solution, c'est de passer d'une vision qu'on vous voyez avec différentes technologies autour du microservice vers une vision plus abstraite. C'est ça l'abstraction. C'est ça la solution qu'on vise, c'est ça le paradis pour le développeur. Pour moi, je suis un développeur Java, je suis un développeur backend Spring, je me concentre sur mon code, je me concentre sur mon microservice. Si je veux envoyer un message GMS, tout simplement, le but pour moi, c'est d'envoyer le message de service A vers service B. Pour moi, je m'en fous si je vais l'envoyer sur Kafka, AWS SNS, SQS, ce n'est pas mon boulot, ça ne m'intéresse pas. Le but pour moi, c'est d'envoyer le message, le GMS, de service A vers service B. Et le but, avec cette abstraction, qu'on va exposer une interface API qu'il va lui servir, en fait, tout simplement. Si tu as besoin d'envoyer un message, tu peux me le donner et je vais l'envoyer directement. Et tu n'as aucune visibilité en termes de... Tu n'as pas le besoin de configurer et gérer le message brokering system qu'on a installé déjà. Comment on peut faire ça? J'aime bien cette quote, Talk is cheap, show me the code. On est tous des développeurs, donc comme vous voyez, à gauche, on a le bout de code en Java pour envoyer un message en passant avec Kafka. Au début, on doit configurer l'instance Kafka, on doit passer les configurations de sécurité, les propriétés, la session Kafka et tout ça. Et ensuite, à la fin, on va envoyer le message. Ça, c'est trop compliqué, comme vous voyez. Et d'ailleurs, c'est vraiment spécifique à Kafka. À droite, par exemple, c'est plus facile. Tu as un agent qui s'appelle Dapper. Elle va te demander qu'est-ce que tu as besoin. Tu as besoin d'envoyer un message. Donne-moi un message, je vais faire tout pour toi pour envoyer le message. Et tu n'as pas besoin de configurer tout, tu n'as pas besoin de faire toute cette complexité de la gestion de tout ce qui est SSL, par exemple, de la configuration à la gestion de la session GMS pour toi et tout ça. C'est moi qui va gérer ça pour toi. Donc, cette solution, c'est Dapper. C'est une solution qui, donc, elle a été développée par Microsoft initialement, comme quoi ils peuvent aussi faire de bons produits. Je rigole, bien sûr. C'est une solution donc, qui avait été développée en interne historiquement. Elle est rentrée dans le scope du CNCF en 2021. Elle est passée en graduated, donc c'est juste des stades de développement que la CNCF elle impose. Donc, elle était en incubating, donc c'était un projet auquel il portait attention. Et graduated, ça veut quand même dire que la solution elle est mature, elle est assez mature pour être utilisée, y compris dans des environnements de production. Et donc, elle est passée dans le stade graduated il y a assez peu de temps, en fin d'année l'an dernier. Voilà. Donc, Dapper, comment ça marche au niveau architectural, big picture? Ça va être la seule librairie dont vous allez avoir besoin dans votre code. C'est ce qu'on retrouve dans la couche du haut. On a notre application, qu'importe si c'est du Python, du Node.js, du PHP, du Java, du C, vous avez la librairie Dapper qui sera votre seule librairie que vous allez intégrer. Plus de librairie spécifique Kafka, plus de librairie spécifique Redis, uniquement Dapper. Ensuite, on a ce démon Dapper qui fonctionne en arrière-plan, qui fonctionne à côté de votre application et qui est accessible via une interface soit en HTTP, soit en gRPC. Donc, ça veut dire que même si vous ne faites pas partie de la liste des langages qui sont ici, vous pouvez toujours faire un simple appel vers l'API HTTP ou gRPC. Okay.
Ensuite, ce démon Diaper, il est lancé avec un certain nombre de configurations YAML pour définir des composants. Ajad va revenir dessus un peu plus tard. Et il y a différents types de composants qui représentent des building blocks d'une application, d'un microservice. Et donc, cette couche Diaper, vous pouvez la déployer sur des cloud providers, Azure, AWS, Google Cloud. Mais là où c'est aussi super intéressant, c'est qu'on peut déjà le déployer sur du on-premise. Donc, ça veut dire une entreprise qui veut passer sur le cloud, au lieu que ce soit un big bang et que sur un jour zéro, elle utilise sa stack on-premise avec un Redis en local, avec du messaging en local, et au jour 1 où elle va dans le cloud, elle switch tout, elle utilise des composants cloud spécifiques. Non, elle peut rester on-premise, utiliser Diaper. Diaper va s'interfacer avec les éléments on-prem classiques, et demain, quand on migre dans le cloud, on pourra toujours rester sur nos éléments on-prem avant, et progressivement passer sur des composants cloud. Ok, merci. Donc, on va comprendre maintenant comment ça marche derrière, en fait. Effectivement, on a le composant d'apport. En fait, tout simplement, on a un démon d'apport qui va installer et qui va être configuré dans ton environnement. Et on a un sidecar container ou bien un sidecar process. Le sidecar, c'est quoi? C'est un pattern tout simplement où il va exécuter un process à côté de ton process principal juste pour gérer un aspect spécifique. Et ici, on a Dapper qui va exposer des API spécifiques, comme il a expliqué Jérémy. On peut se connecter ou bien communiquer avec Dapper, que ce soit avec gRPC ou bien HTTP, et pour lui demander de nous faire des trucs spécifiques en se basant sur les composants qu'on a créés. Par exemple, on a une liste ici, on a des posts, des get pour le reste, par exemple. Pour envoyer un message, on peut consommer directement le composant MyBroker pour publier un message. Et comme vous voyez ici, on n'a que des push-based communication. En fait, juste pour expliquer, dans le monde des microservices, on a deux stratégies principaux pour communiquer entre les différents microservices ou bien entre les composants en général. Que ce soit c'est un microservice business ou bien c'est un outil, on a le push-based et le pull-based. Le push-based, tout simplement, l'exemple très connu, c'est le REST, c'est le HTTP. Je fais un push pour demander une information, je fais un post, le client, il demande activement l'information, il le récupère en réponse directe. Et on a le pull-based communication strategy, le plus connu, c'est le messaging, avec où on a un agent, on a un broker, un système au milieu où il notifie les personnes souscrites concernées pour faire un pool des informations. Pourquoi j'ai expliqué ça? Car avec Dapper, ici, il a même minimiser la complexité des stratégies. Il n'y en a qu'une seule stratégie de communication qui est le push-based. Ici, même si tu veux envoyer un message, tu dois faire une post request. Donc, c'est plus facile. Et comme ça, déjà, comme il a expliqué déjà un peu Jérémy au début, on a minimisé la surface d'attaque. Donc, maintenant, si on est dans un environnement sécurisé, HTTPS, tout est sécurisé aussi. Et comme vous voyez, on a toute une liste. Vous pouvez accéder à dapper.io, en fait, la documentation officielle pour voir toute la liste. Et toujours, c'est ouvert pour l'extension. OK. On a expliqué qu'on a des composants qui vont gérer les différents aspects techniques pour nous. Tout simplement, c'est quoi un composant? Un composant, il a un rôle, en fait, de garantir l'interaction entre les différents microservices pour simplifier et minimiser la complexité de l'intégration entre les microservices. Comme vous voyez ici, pour chaque aspect ou bien pour chaque outil spécifique, type d'outil spécifique, on a une liste des composants. Et cette liste, c'est quasiment infini, car à la base, Dapper, ça fait partie de la CNCF, donc il s'intègre bien avec Kubernetes à la base. Et à la base, ce sont des CRD, des Custom Resource Definition. Donc même si on a des composants qu'on veut l'utiliser, mais ça n'existe pas encore, on peut les créer et on peut les intégrer dans notre système. Le composant, c'est lui le composant de l'abstraction. Si vous vous rappelez, en fait, on a fait une couche d'abstraction autour nos microservices pour faire l'abstraction des différents outils. Le composant, c'est l'outil, en fait, c'est l'objet de l'abstraction qui va faire l'abstraction. Elle va prendre l'API request, en fait, qu'on a expliqué déjà, le post ou bien la demande que tu as fait en passant avec le sidecar vers le démon, et il va faire le traitement nécessaire en communiquant avec le composant technique Kafka ou bien Keycloak ou quoi que ce soit.
on vous a fait la présentation high level de l'architecture. Concrètement, ça ressemble à quoi? Si on regarde pour faire du pub-sub, donc envoyer un message sur un topic et que d'autres microservices qui écoutent sur ce topic reçoivent ce message, bah, qu'est-ce qui se passe? Donc on aurait notre application de checkout à gauche, donc process du paiement ou, voilà, dans un e-shop. Cette application, elle va envoyer un message à Diaper en disant, bah, très simplement, moi je veux envoyer un message. Ça, c'est sur ce topic-là et ça, c'est le message que je veux envoyer. Comment ça va se passer? Eh ben, il va aller sur le lien qu'on voit ici. Donc localhost 3500, 3500, c'est le port où écoute le démon, le sidecar d'Hyper. Il précise une certaine version et il dit l'action que moi je veux faire, c'est un publish. Ensuite, c'est sur tel composant-là, order pub sub, et sur le topic orders. Et ensuite, en dessous, on voit le message. Ça, c'est ce que votre application elle doit faire. Donc le développeur, lui, il n'a pas à s'embêter de devoir s'intégrer avec spécifiquement Redis ou avec Azure Service Bus. Non, même gérer la configuration TLS ou gérer des secrets, des certificats, ça ramène une charge en plus pour le développeur. C'est pénible pour tout le monde. Ici, c'est Diaper qui va s'en occuper. On parle à Diaper et lui, c'est l'homme du milieu qui va, il va traduire le call selon que vous utilisez Redis ou un service cloud. Et de la même manière, le topic le microservice qui écoute sur ce topic-là, lui, il parle à Diaper. Et une fois qu'il y a un message qui va arriver sur le topic, Diaper va aller faire du push sur notre microservice, sur un certain endpoint qu'on aura défini, et ça va lui permettre de recevoir le message. Donc le développeur, lui, il ne s'est pas occupé de devoir gérer des configurations spécifiques, il a juste dit, ok, moi, dans mon microservice, il faut que j'envoie ce message, ou il faut que je reçoive ce message, et je le fais via un modèle de langage unifié, qu'importe la technologie qu'on utilise. Si on regarde sur un deuxième exemple, au niveau des secrets, si on a besoin, pour communiquer avec par exemple une API externe de paiement, Worldline ou qu'importe, et qu'on doit gérer des secrets, des certificats, des mots de passe. Comment on peut faire? Là aussi, Diaper, il a un composant qui est le Secret Store, qu'on peut définir, comme Adjad il a expliqué, avec une CRD, une Custom Resource Definition, donc du YAML, très simplement. Et on va lui dire, votre microservice, il va dire, ok, moi j'ai besoin du certificat qui va me permettre de communiquer avec une gateway de paiement, avec Stripe. Et là, au lieu que ce soit, là pareil, un modèle particulier que vous allez devoir implémenter pour récupérer des certificats ou importer la librairie spécifique d'Azure pour faire du Key Vault ou la librairie spécifique d'Amazon pour faire du Secrets Manager, votre requête, vous allez dire, ok, moi j'ai besoin de mon certificat qui est stocké, qu'importe où, dans un Secret Store. Vous demandez cette information en Diaper, et lui, il va vous la rendre. C'est lui, là encore, l'homme du milieu qui va dire, ah ok, en fait, lui, il demande un secret qui est stocké sur Azure Key Vault, donc je vais préparer ma requête pour Azure Key Vault, l'envoyer, je récupère les données, je lui renvoie. Et ça, pourquoi ça peut être très intéressant, surtout dans du DevOps, du Platform Engineering, parce que on a enlevé cette charge au développeur et on l'a mis sur le Platform Engineer. Le développeur, il n'a plus besoin de s'occuper de savoir, ok, dans cette entreprise, on utilise Redis, dans cette entreprise, on utilise un cloud provider. Non, lui, il arrive, il parle à Diaper, et c'est le Platform Engineer qui a la charge des components. C'est lui qui doit définir, ok, le Secret Store dans ce projet-là, c'est géré via un fichier en JSON en local. Le PubSub dans ce projet-là ou dans cette entreprise-là, ça va être un message broker global, un Kafka global à toute l'entreprise. Et c'est lui qui gère ça, plus le développeur. Donc on lui a enlevé cette partie pour qu'encore une fois, il se concentre plutôt sur la valeur ajoutée de son microservice. Et je veux ajouter un truc que, comme il a expliqué Jérémy aussi, puisqu'on a déjà minimisé la complexité, ça facilite aussi l'upgrade et la mise à jour. Et même si demain, on a choisi de migrer de Kafka vers AWS SNS ou Azure PubSub ou quoi que ce soit, on passe directement car c'est transparent pour le développeur. Pour le développeur, il communique directement, comme vous voyez ici avec Dapper, et Dapper qui gère toute cette complexité. Donc, on a découplé la complexité et on a découplé les outils techniques, en fait, et les microservices. Et voilà, la partie la plus importante pour moi et pour vous, je pense, c'est
le démo. On va commencer tout d'abord. Vous vous rappelez, je pense qu'on a commencé avec l'architecture. C'était une connexion directe des microservices avec les outils. Maintenant, on a Dapper qui se connecte directement à la complexité, la couche la plus complexe en fait en bas avec tous les outils. Et c'est Dapper qui gère les différentes communications techniques avec le microservice. On va commencer de déployer cette application sur Podman on-premises sur une machine. Vas-y. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé de Kubernetes, de Docker, etc. Mais maintenant, on peut peut-être se dire, OK, mais moi, mon application, on n'est pas encore sur Kubernetes, on n'est pas encore sur du Docker. Est-ce qu'on peut quand même utiliser Dapper? Ben, en fait, oui, ça pose pas de souci. Dapper, c'est juste un process que vous lancez à côté de votre application. Maintenant, si votre application, c'est une JVM qui est lancée sur une machine à part, ben, vous pouvez très bien donc vous adapter votre code Java à côté et vous lancez Dapper sur la même machine à côté de la JVM. En soi, ça reste une API HTTP gRPC. Donc, tant que vous savez depuis votre application comment accéder à cette API-là, pas besoin de Kubernetes ou de cloud ou quoi que ce soit. Merci beaucoup, Jérémy. De plus, je veux ajouter que lorsque j'ai expliqué déjà le sidecar, si vous vous rappelez, j'ai dit un pattern. Et il y a une différence en fait entre la spécification, comment on va faire les choses, et l'implémentation. Le sidecar, c'est un pattern. Car lorsqu'on dit, pourquoi je dis ça, en fait, lorsqu'on dit sidecar, tout le monde va dire, ah, c'est un pattern de Kubernetes. Bah non, c'est un pattern qui est implémenté dans Kubernetes, ok, et il est supporté by nature, on l'appelle en fait dans Kubernetes. Mais en fin de compte, si tu as choisi de lancer ton application sur une machine et avec chaque microservice, tu as choisi de lancer Wow. un service en parallèle avec cette microservice-là, ça, c'est de side-carrying. Donc, c'est un pattern qu'on peut l'implémenter dans n'importe quel environnement, on-premises, en single engine mode dans Podman, qu'on va faire maintenant. Podman, c'est tout simplement, on l'appelle single engine mode, c'est pas un orchestrateur comme Kubernetes, ou bien sur multi-engine mode sur Kubernetes, ou bien même sur le cloud. On est prêt? Oui, alors l'objectif c'est pas de lire du Docker Compose, je pense que vous savez à quoi ça ressemble, et bon même si on ne sait pas, c'est pas très compliqué, mais ce qui est important dans ce Docker Compose, c'est qu'on voit bien la séparation entre d'un côté la partie microservice et de l'autre côté la partie qu'on a appelée sidecar jusqu'à maintenant, et ou même dans Docker Compose, on peut faire ce principe de sidecar où on a notre microservice d'un côté, articles.ms, donc qui est exposé ici, et le démon Dapper qui correspond à articles.ms. Et donc ça, c'est donc l'image d'hyperd en version latest. Et qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que pour mimiquer le principe de sidecar sur Docker Compose, on a le network mode qui permet de dire que ce container-là sera sur le même réseau, sur le même network, sur la même machine que ce container-là. Donc ici, ce microservice pourra aller taper sur localhost 3501 et il atterrira sur l'API de Dapper qui est ici. À quoi ça ressemble? On a préparé un joli front. Alors, joli, c'était ironique évidemment. On n'est pas forcément des développeurs front. En tout cas, c'est cette interface-là. On peut acheter, c'est le Dapper Shop. Donc on peut y acheter des chaussures. On a la partie catalogue et on a la partie orders. C'est géré, comme Adjadi vous l'a expliqué avant, c'est géré par 3 microservices. Articles.ms qui va nous permettre d'afficher la liste des produits disponibles, de faire notre commande. Ensuite, Orders.ms, c'est lui qui va gérer proprement la création de la commande et le stockage dans un state. Et la partie Payment.ms qui lui va process le payment. Donc, le workflow simple, en fait, c'est quand on va ajouter un article à l'order, on va payer l'order. C'est simple. Et donc, cette stack-là, si on la déploie sur du Docker Compose, donc on fait un Docker Compose up, on arrive sur notre UI ici, et voilà, de manière très simple, je peux faire une order des ASICS qui est l'item 4, et dans mes orders, je vais retrouver ma commande, l'article ID 4, et si je fais un pay order, on a mis un petit delay pour simuler un paiement qui met 3 ou 5 secondes, et une fois que le paiement il est passé dans le microservice Python, on a cet affichage du paid qui s'affiche ici. Et donc ça, c'est bien déployé sur 3 composants différents. Donc si on fait un Docker PS ici, on voit bien qu'on a les 3 sidecars Dapper et nos 3 sidecars des microservices.
Je veux bien en fait expliquer qu'est-ce qui s'est passé derrière. Je pense qu'on a déjà expliqué comment ça marche Dapper, mais dans cet exemple-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, l'order elle a envoyé à Dapper. J'ai besoin de passer cet article-là vers l'order bucket. Et l'order bucket, lorsqu'on a cliqué sur paiement, elle a demandé à Dapper, je veux chercher le microservice payment qui s'appelle Payment MS pour faire payer cet article-là. Elle va le faire payer directement. Je vais expliquer aussi quelque chose de très important, que les 3 microservices maintenant, ils sont déployés, comme il l'a dit Jérémy, sur Docker Compose, sur le même environnement, sur la même machine, avec Dapper installé dans la même machine. On passe maintenant vers AWS. Vous allez comprendre en fait pourquoi j'ai dit ça. OK. Le deuxième démo maintenant, c'est sur AWS. Je veux bien dire qu'on a le même code, le même release version en fait, des applications. C'est les mêmes applications, parfaitement le même code, on n'a rien changé. Mais par contre, on a installé un EKS, Kubernetes en fait, Elastic Kubernetes Service sur AWS. Et on a installé Dapper dans le cluster. On a initialisé Dapper comme étant un opérateur. Et on a initialisé 2 services en fait, sur AWS. Le premier, c'est le Amazon Secret Manager pour la gestion des différents secrets. C'est l'équivalent dans le démo de Podman des Secret Engine. Et pour le messaging, au lieu de Redis, on a passé avec Amazon SNS SQS. Je répète, c'est les mêmes applications. On n'a rien changé. Directement, si on déploie les applications, on passe vers le démo. Notre front, le fameux. Alors, pour adapter le front, il y a une petite modification à faire. D'accord. En fait, je veux expliquer maintenant que dans le front, qu'est-ce qu'on a changé tout simplement? On a changé, OK, maintenant, on va changer de l'environnement on-prem vers l'environnement sur AWS. Et tout simplement, pas de souci. On n'a pas déployé de load balancer en fait, donc pour accéder aux services qui sont déployés sur Kubernetes, on fait des ports forward, cette technique. Oui, exactement, car c'est un démo. Mais tout simplement, ici, on va passer directement vers l'environnement AWS. Et comme j'ai dit, en fait, que tout simplement, en passant d'un environnement à un autre, on n'a besoin que de Dapper. Donc, si on attend juste un tout petit peu, comme vous voyez, le couleur, ça change. Maintenant, tous les microservices sont en orangé, car c'est le couleur de AWS. On est sur AWS. Avec les mêmes versions des applications, on n'a rien changé et on passe toujours avec Dapper. Comme ça, on a ajouté l'aspect, ce qu'on appelle la portabilité. Nos applications, elles ne sont pas couplées avec l'environnement. J'ai une application qui est supportée avec Dapper. J'ai besoin de Dapper dans n'importe quel environnement et je peux l'installer directement. Est-ce qu'on est prêt pour le démo? Yes. OK. On passe en order. On va prendre les rebooks cette fois-ci, donc l'order ID qui est 3. On passe vers le paiement. On a les articles. On a notre article qui est passé vers le order. On peut le payer. Et ça passe directement. Le plus important, je sais que je l'ai dit en fait plusieurs fois, mais c'est ça, 100% la portabilité, que c'est exactement les mêmes images, si vous voulez, en fait, pour ceux qui ont utilisé Docker et Kubernetes, ce sont les mêmes images en fait des applications qu'on les utilisées de même source, de même registry pour les déployer de nouveau sur AWS. Comme ça, comme vous voyez bien, en fait, on peut vraiment, entre parenthèses, jouer avec les outils. Demain, si j'ai une vulnérabilité ou j'ai un problème avec Kafka ou bien avec un service spécifique, même si, et on va voir ça en fait dans la surprise de déploiement qu'on va le faire ensemble, c'est que même si ça ne fait pas partie de mon environnement, je suis sur AWS, mais j'ai trouvé qu'il y a un autre provider où je peux utiliser un autre outil, tout ça, je peux migrer directement sans rien changer. C'est une transparence 100% globale en fait, de développeurs et jamais le développeur doit changer ou bien gérer des dépendances comme Kafka, RabbitMQ ou quoi que ce soit pour s'interférer ou pour communiquer avec les différents outils. C'est ce qu'on a ici, hein, l'image qui est déployée au cas où vous ne croyez pas sur parole. Donc c'est la même image qui est sur le ttl.sh où on l'a buildé de la même manière que ce soit pour les composants on-prem avec Docker Compose, pour Azure ou pour AWS. Ouais. Avant de passer, est-ce qu'on peut ouvrir juste le code pour montrer c'est quoi les composants qu'on a utilisés, comment on les déclare déjà dans le dossier AWS, s'il te plaît, Jérémy. Ouais. Donc, le déploiement, on va commencer avec les déploiements en fait. Comme il a expliqué, Jérémy, déjà, pour Podman, on est passé avec le truc de networking pour
implémenter le pattern ou bien le principe tout simplement de sidecar. Ici, pourquoi en fait c'est grâce à le fameux en fait Kubernetes, le sidecar il est supporté car on peut déployer dans un pod plusieurs conteneurs. Donc comme vous voyez ici, on a dans le conteneur un seul conteneur qui s'appelle article MS, mais si vous voyez bien, on a les labels pour Dapper en haut. Merci beaucoup. On a les labels et grâce à l'opérateur qui est installé dans Kubernetes, elle va détecter, il y a un contrôleur en fait de Dapper qui va gérer avec un scheduler de Dapper pour scheduler les pods, les conteneurs pardon, dans les pods des microservices pour exécuter le process de sidecar grâce à la déclaration des différentes labels. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'environnement ici? C'est tout simplement, je vais déployer cette application. Il y a un listener, en fait, un contrôleur Dapper. Ah, j'ai une application qui est déployée avec le label Dapper Enabled True qui s'identifie dans l'environnement de Dapper article-ms avec. On peut même configurer en fait les aspects de logging et tout ça. Elle gère tout Dapper en termes de gestion de microservices. Et tout simplement, puisqu'il va détecter ça, il va exécuter directement un conteneur en parallèle avec notre application pour servir. Si vous voulez, si je donne un exemple très simple, c'est ton serveur, un vrai serveur dans le restaurant. Si tu viens au restaurant, si tu as besoin de changer le table, si tu as besoin de quelque chose à manger, quelque chose à boire, fermer les fenêtres, n'importe quelle chose tu veux le faire, c'est tout simplement, tu demandes au serveur pour qu'il te fait ça. Pardon. Et c'est ça le cas en fait. On a pris les exemples en fait de GMS et Secret juste pour les démos, mais tu peux faire tout en passant avec Dapper. On passe vers le deuxième environnement maintenant, Azure. Ici, je pense que vous l'avez bien compris, on ne va toujours pas toucher au code de l'application. C'est toujours le même code, on ne le touche pas, sauf qu'on a remplacé Amazon SNS SQS par Azure Service Bus, qui est l'équivalent dans la stack Azure. Et on est passé de AWS Secrets Manager à Azure Key Vault, qui là aussi est l'équivalent dans la stack Azure. À quoi ça ressemble? On n'a pas parlé encore. On a parlé des composants, on vous a dit que c'était des CRD, on vous a dit que c'était des YAML qui ressemblaient à des YAML de déploiement en Kubernetes. On n'a pas regardé à quoi ça ressemblait. C'est vraiment très simple en termes de configuration. On a un kind component qui est hérité de l'API version de Dapper, et on va définir notre composant. Là, on a dit que c'était un secret store. On le définit en tant que secret store, voilà, le cloud provider ou la stack, et le produit spécifique. Et on lui donne des access keys et des secret keys pour y accéder. Si on regarde l'équivalent sur Azure, c'est la même chose, sauf que là, c'est un secret store qui n'est plus de type secretstore.aws, but secretstore.azure.keyvault. Et c'est ces composants-là, j'ai parlé avant que c'était un bon moyen de faire du platform engineering, ces composants-là sont gérés par les platform engineers. À quoi ça ressemble du coup si on fait la même chose sur Azure? Le déploiement, c'est le même qu'on a exécuté sur Amazon, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va faire le port forward. Qu'est-ce qu'on observe ici? C'est la magie du front, on a changé les couleurs, c'est du bleu maintenant parce que c'est Azure. On va faire notre commande, on va utiliser cette fois l'object ID 2, on va faire notre commande. Si on va dans Orders, on voit qu'elle est bien ici. Ça, pour ceux qui arrivent à décoder les timestamps, c'est le timestamp de maintenant. Et on se retrouve avec notre commande qui est ici. Si on fait un pay order, là on utilise uniquement toute la stack qui est déployée sur Azure. Comme vous avez vu ici, on a passé de on-premises, qui est de vert, tout simplement Podman n'est pas vert, mais on a choisi le vert. Je ne sais pas pourquoi Jérémy il a choisi ça, mais voilà. Et on a passé vers l'orangé, qui est AWS, et ici, on a passé vers le bleu, qui est Azure. Et comme on a dit, on insiste toujours, c'est le plus important qu'on a utilisé le même code, la même application et les mêmes images, carrément. Maintenant, on va commencer le magie. Le truc le plus important pour nous, c'est qu'on va jongler. Qu'est-ce que ça veut dire jongler? Je vais prendre tout simplement un cas business que je pense qui est très important, qui existe déjà dans le marché. Par exemple, on utilise Azure. Et il y a une société qui a acheté cette e-commerce application et elle a choisi de tout simplement déployer le payment service que dans une région spécifique
où il n'y a pas des hosted zones de Azure dedans. Du coup, on a choisi tout simplement de passer vers AWS, mais en gardant toujours nos applications sur Azure, nos gestions d'articles en général sur Azure. Et du coup, l'architecture, ça va passer de full Azure, full AWS vers, si on peut passer, une approche multi-cloud, un peu hybride, ça s'appelle le multi-cloud, qu'on a tout simplement déployé le article management tout simplement sur Azure, mais la gestion de tout ce qui est paiement et la gestion de order sur, sur AWS. Et comme vous voyez ici, par exemple, dans l'exemple qu'on a présenté, on a passé vers une stack un peu AWS, les services en fait de la gestion des secrets, des messages et tout ça, ce sont sur AWS, et les deux microservices de gestion de order et de paiement sont sur AWS, mais la gestion des articles, elle est sur Azure. C'est ça ce qu'on appelle multi-cloud. Et toujours, je répète, c'est ça le plus important, c'est le même code. Donc, c'est ça l'utilité, c'est ça l'avantage de la portabilité, qu'on peut même jongler et changer, que ce soit l'environnement de déploiement, que ce soit les outils. Demain, si pour n'importe quelle raison, on a demandé de garder par exemple SNS SQS pour le messaging, mais on veut passer avec Azure Secret Manager Service sur Azure, on peut le changer directement. C'est vraiment ce qu'on appelle le pluggable. Ce sont des fiches que je peux retirer d'ici et le plugger dans n'importe quel environnement ou bien avec n'importe quelle plateforme que je voulais l'utiliser. On peut faire le démo ? On va juste en fait configurer un peu, comme il a mentionné déjà Jérémy, on n'a pas passé avec un load balancer et tout ça pour simplifier les choses. Et du coup, juste on va configurer les endpoints pour passer avec les différents services, microservices, en passant avec d'apport toujours. Et donc, si on y réfléchit, là, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé le composant. L'application est restée la même, sauf que le composant qu'on cherche à appeler, c'est plus... Je reprends le schéma, ce sera peut-être un peu plus clair. Ici, donc Articles.ms qui est déployé sur Azure, le composant qu'on cherche à appeler, ce n'est plus Azure Service Bus, mais c'est Amazon SNS SQS. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La configuration de notre microservice, au lieu qu'il aille parler à ce composant-là, qui est le pub sub d'Azure, je veux qu'il aille parler au composant AWS SNS SQS. De manière très simple, je vais prendre ce YAML-là et je vais le déployer sur mon cluster, sur Azure. C'est déjà fait. On va pas En faire fait, un truc qui est déjà c'est fait. ça le bridge. On doit vraiment connecter les environnements en fin de compte, même si c'est une couche d'abstraction, mais on doit communiquer entre, on doit garantir un bridge de communication entre Azure et AWS en passant avec services spécifiques. Comme vous voyez ici, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'il a dit Jérémy en déployant ce composant dans l'environnement à Azure pour passer avec AWS dans Azure? On a fait le merge en fait. Pour nous, c'est vraiment c'est une abstraction totale en fait que pour moi, même si je suis sur Azure et je voulais bien communiquer ou bien utiliser ou bien exploiter des services sur AWS, je peux passer directement de Azure vers AWS directement, sans passant avec des approches spécifiques pour un cloud provider spécifique ou quelque chose comme ça. Je peux directement passer avec Dapper en lui demandant j'ai besoin de ce composant sur l'autre provider dans mon environnement. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le composant, il a toujours un nom. Donc, celui chez Amazon, on l'a appelé PubSub, et celui chez Azure, on l'a appelé Azure PubSub. Quand on fait le call pour envoyer le message, vous précisez le nom de ce composant-là. Jusqu'à maintenant, sur Azure, on disait que c'était Azure PubSub. Ce qu'on a fait dans le code de notre microservice, c'est qu'on a variabilisé cette valeur pour qu'elle soit stockée dans un secret store. Donc, sans même avoir à toucher à la configuration de l'application, vu que c'est une valeur qui est stockée dans un gestionnaire de configuration, qui est le Key Vault, eh ben, on va pouvoir modifier notre application directement sans même en fait toucher à de la configuration dans le cluster. Alors, on va essayer de se connecter à Azure. On va faire la modification en live pour dire maintenant tu ne parles plus au service bus sur Azure, mais tu parles aux composants sur Amazon. Alors, je reviens sur mon Key Vault, qui est celui-ci. Ici, si je regarde les secrets qui sont définis, je vois que j'ai un pub sub name. Si on regarde la valeur actuelle, il est défini à PubSub, qui est bien le composant sur Azure. Et donc, si maintenant on veut changer cette valeur-là, on va la changer directement sur le cloud Azure. On va dire que maintenant,
c'est plus Azure PubSub. Je pense que j'avais déjà fait la modif avant pour tester. Donc c'est plus Azure PubSub, c'est PubSub. On met la nouvelle valeur, on la met à jour. Là, la configuration, il n'y a pas de hot reload si on fait une modification de cette configuration-là. Donc on doit supprimer le pod et en déployer un nouveau. Ouais. C'est ce qu'on va faire ici. Et juste, je veux rajouter quelque chose de très important. Si vous avez remarqué, c'est Jérémy qui gère le multi-cloud. En fait, pour le multi-cloud, c'est un concept en fait, où tu vas utiliser deux providers différents. Et si tu veux implémenter ça, le classique, c'est de passer avec deux contrats et un contrat unifié entre les deux. Toute cette complexité, tu peux le bypasser. Tu fais un contrat avec ton cloud provider, par exemple Azure, AWS, et c'est à moi de gérer ce merge-là en fait, entre les deux environnements en passant avec Dapper. Et c'est toujours en fait le Platform Engineering Team, c'est ça le concept en fait le plus important qui tourne autour de cette solution-là en fait, qui vont gérer le principe de multi-cloud. Donc on a passé de Azure vers AWS. Les configurations, ils sont partagées comme vous avez vu maintenant. Jérémy en fait, il a changé le nom de PubSub dans Azure pour qu'il se connecte sur AWS. Donc pour toi, c'est une abstraction totale des différents outils. Est-ce qu'on est prêt ou je continue à parler? Une minute. Ok. Le port forward. Ça a l'air bon? Ça a l'air bon? C'est moi qui ai fait n'importe quoi dans le front. D'ailleurs, même avant d'exécuter le vrai démo, vous avez remarqué que le couleur change. Hein, de bleu vers orangé et vice-versa. C'est ça en fait le jonglage qu'on joue maintenant. On s'en fout de AWS et Azure. On cherche en fait les services qu'on a besoin et on l'utilise et on peut jongler d'un environnement à un autre. Et c'est ça le but en fait de faire. C'est ça le principe de portabilité que je peux prendre mon application, je le jette dans n'importe quel environnement et il va survivre car tout simplement j'ai un framework qui va gérer toute la complexité derrière. On est prêt? Ouais. On ajoute un ordre. On va faire la New Balance cette fois-ci. On fait un order qui est l'order ID 5. On a passé de Azure vers AWS. Ouais. Et ça marche pas. Je me suis perdu dans le port forward, pardon. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, t'as pas exposé les ports? Celui-là, il est bon. Oui, c'est l'inconvénient en fait de faire un live session. C'est quoi le problème? Ne récupère pas les... On récupère pas les bonnes commandes. Parce que je dois être sur le order là. Oui, ça va, ça va. Non, ça va. Il a toute Ok. la liste de VSW. Et du coup, maintenant, on a ajouté l'order. Et on a ajouté l'article dans l'order, on a passé vers l'order et on a la liste des articles, y compris l'objet qui a été ajouté de AWS, de Azure en fait. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est ça en fait qu'on veut bien minimiser le maximum possible la complexité, de faire l'abstraction. Bien sûr, pour les vrais utilisateurs, ça va être vraiment transparent, et même pour les développeurs, ça va être transparent, mais on a choisi cette jeu des couleurs pour vous montrer qu'on peut migrer d'un environnement à un autre. Ici, on fait le paiement, ça va passer directement en paid. C'est passé en fait sur AWS, or que l'article a été ajouté sur Azure. On a beaucoup parlé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dapper, son principal avantage, c'est qu'il permet d'enlever tous ces inconvénients au développement de microservices, qui consiste à dire que le développeur doit tout gérer, il doit connaître toutes les stacks, il doit connaître toutes les différentes solutions, qu'on soit sur des clouds, sur du on-prem, sur des clouds spécifiques. Non, le développeur, lui, il se charge d'ajouter la valeur ajoutée, de créer de la valeur ajoutée sur un microservice, et pas de devoir gérer plein de librairies différentes, de lire des release notes. Non, ça c'est Dapper qui s'en occupe, c'est au niveau du platform engineer qui va gérer ses composants. On a parlé trop, mais le but, en fait, au final, je sais que j'aime bien en fait le truc qu'on a présenté déjà de FLAD, comment les microservices ils sont développés dans nos jours, qu'il y a plusieurs technologies, il y a plusieurs outils qu'on peut l'utiliser, tout ça, mais le but final, c'est d'avoir un environnement performant, mais aussi de faciliter la vie de développeurs. Merci beaucoup pour votre attention, et si vous avez des questions, soyez les bienvenus. Merci.
Donc, depuis peu, dans les containers apps d'Azure, il est possible d'activer Dapper avec une simple checkbox et l'injection du sidecar se fait automatiquement. Si je ne me trompe pas, quand vous démarrez votre cluster, il y a des containers qui sont démarrés pour le control plane, les fameux contrôleurs dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous savez si dans le cas des containers apps avec Dapper activé, il faut quand même setuper la partie control plane ou c'est totalement transparent? Oui, en fait, je suis pas sûr que c'est supporté jusqu'à ce moment en fait Dapper avec le checkbox, car depuis qu'il a commencé en fait à être un open source project, il n'est plus, si je me trompe pas, en fait, je dois vérifier, il n'est plus intégré automatiquement avec Azure dans les nouvelles versions. Mais si tu fais le checkbox en fait sur Azure, tu passes plus avec le control plane. La réponse est oui, si j'ai bien compris la question. Ok. Tu passes plus car tout simplement, elle s'intègre automatiquement avec Azure et tu as déjà le control plane as a service. Ok, Vous voyez ce que je veux dire? service, ouais. Donc, tu passes directement, en fait, tu as un service en dehors qui est abstrait pour vous, car c'est SaaS, tout simplement, et tu passes directement en lançant les applications, et elle va détecter directement que tu as besoin de Dapper, comme on a montré, en fait, avec le pattern des labels et tout ça, et elle va lancer directement le process de sidecar, Et je suis normalement. un peu gourmand dans le cas du multi-cloud. Mhm. Comme chaque cluster va runner son control plane, est-ce qu'il peut y avoir des problématiques de synchronisation pour certains types de composants, type scheduler ou... Non. Oui. Non, car tout simplement, la réponse, si j'ai bien compris votre question, c'est est-ce qu'il y a un conflit entre Dapper ici et Dapper là-bas? La réponse est non, car il suffit que vous avez installé Dapper, vous gérez directement les composants, vous gérez directement la couche API, vous demandez un composant spécifique, et la composant spécifique, ça va demander à la démon de l'instance Dapper où vous avez déployé votre application. Donc, si vous avez Dapper A et Dapper B, et vous avez déployé un microservice dans l'environnement où c'est Dapper A qui est le control plane qui gère ce microservice-là, elle va demander à Dapper A et c'est lui qui va demander chercher ce composant-là. Et comme il a bien expliqué, en fait, Jérémy, dans le démo, il doit copier le composant de Dapper B et le déployer sur Dapper A pour lui exploiter. Pour exploiter ce composant-là dans AWS de Azure. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il est totalement indépendant, hein. Ton Dapper, il est totalement indépendant et tu lui appliques juste des YAML que tu lui donnes en entrée. Et à partir de ce moment-là, il est indépendant, que tu le déploies sur un cloud, même comme j'avais expliqué, tu peux le déployer sur du bare metal en process à part, quoi. Merci beaucoup. C'est vous. Bonjour et merci pour la belle présentation. Moi, j'aurais deux questions. La première, c'est en rajoutant cette couche d'Apple, est-ce que vous avez évalué le temps de latence en passant par ce gateway en fait? Ça Parce ajoute que- quelque chose, effectivement. Tu vas ajouter une sidecar, c'est un peu, tu peux te poser la même question sur du service meshing, hein. Si tu rajoutes Istio, est-ce que tu rajoutes une latence, est-ce que tu rajoutes de l'overhead? En soi, oui, tu as un composant qui est au milieu. Ce serait mentir de dire que ça rajoute pas de latence. Ça en rajoute, ouais. Ok, merci. Maintenant, il reste quand même minime, hein. C'est pas non plus, ça va pas. Faut toujours voir les bénéfices aussi avec. Moi, j'ai une question plus orientée provisioning des services. Donc, c'est bien la responsabilité des plateformes engineers de s'occuper de la mise à disposition des composants et donc de l'abstraction qu'ils apportent. Par contre, on est d'accord que Dapper ne fait pas de provisioning automatique. De provisioning, pardon? Il ne va pas Provisioning. provisionner les services sur les différents clouds. C'est pas Non. lui qui va instancier tes différents composants. C'est ça. Il t'instaure le composant, mais si derrière il n'est pas déclaré dans Azure ou que tu n'as pas eu tout de cloud sur Azure, ça ne marchera pas, hein. Ça Ouais, va ouais, planter. c'est ça. Je veux ajouter juste un petit truc. Il y a des services, en fait, par exemple, sur AWS, SNS, SQS, si tu demandes directement à envoyer un message sur un topic qui n'existe pas, qui n'existe jamais, elle le créer automatiquement. Et c'est ça le principe en fait de AWS déjà. Ça n'a rien à voir avec Dapper, mais il y a des services que t'as pas besoin en fait vous n'avez pas besoin en fait de les provisionner. Mais la réponse tout court à votre question, si j'ai bien compris, c'est il ne fait pas le provisioning. Par contre, ta question elle est intéressante parce que Dapper, c'est une de ses fonctionnalités. Il y a une fonctionnalité avancée, on n'en a pas parlé ici, mais tu as un mécanisme de circuit breaking, de retry automatique s'il n'arrive pas à le faire à un moment sur du Azure ou même sur ton on-prem. C'est un peu plus. Voilà, ton service n'était pas dispo, il y a eu une indispo. Il a ce mécanisme de circuit breaking et de retry avec des certaines policies que tu peux configurer là aussi en Hascode dans le YAML. Et je veux ajouter juste un truc, car la question elle est très importante car on a eu déjà une question avant dans une présentation avant ça, c'est que comment vous gérez le provisionnement des composants.
Et à ce moment-là, je peux dire en fait, dans le cadre de la CNCF c'est tout simplement le Cloud Native Computing Foundation qui gère déjà le projet Dapper. Dapper en fait, c'est un projet qui me paraît déjà très complémentaire à un autre projet qui s'appelle Backstage. C'est les IDP qui gèrent déjà les templating des composants. Donc si vous voulez quelque chose 100% automatisé, vous pouvez passer le provisionnement des composants sur Backstage. Et ces composants-là, ce sont les mêmes qui vont être utilisés sur Dapper. Et vous avez, si vous voulez, si je me permets de l'appeler comme ça, un CI/CD pour l'infra. J'allais rajouter la question suivante qui est plus un axe de réflexion, c'est celui de la gouvernance à appliquer une fois que tu mets ce type de surcouche, aussi magique soit-elle pour l'abstraction vis-à-vis des développeurs. C'est plus de boulot au niveau plateforme, hein, on va pas se mentir. Je suis pas sûr dans l'absolu que ça change grand-chose en termes d'architecture logicielle. Le fait qu'on utilise un composant, aussi abstrait soit-il, le composant il est là pour remplir un service. Mais donc ça veut bien dire qu'on a une notion de catalogue de services. On parle de Backstage, effectivement, c'est ce que j'avais en tête aussi. Mais quid de la gouvernance? Parce que l'air de rien, tu déplaces le problème quelque part et tu risques de te retrouver potentiellement avec un espèce de plus petit dénominateur commun pour que les composants que tu choisis sur les différentes plateformes soient tous à peu près compatibles entre eux. Ça, c'est quand même un vrai risque. Vous avez totalement raison. Et je veux bien dire qu'on se concentre déjà dans la présentation, si vous avez vu, sur l'aspect développeur pour faciliter la vie de développeur et c'est le paradis pour les développeurs. Mais c'est toute cette complexité de gestion des composants et le provisionnement et la gestion des outils, ça existe. Mais tout simplement, on l'a jeté pour les plateformes ingénieurs. Sinon, on s'en fout de lui. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Voilà. Merci beaucoup.